C'est un drame qui touche les familles depuis toujours, un drame encore entouré de beaucoup de pudeur, celui du deuil périnatal. En Belgique, une grossesse sur 4 se termine de manière précoce, laissant les parents dans un désarroi complet. Pendant très longtemps, perdre un bébé durant la grossesse ou tout juste à la naissance n'était simplement pas un sujet. Mais comment faire son deuil lorsque la société fait comme si rien ne s'était passé ? Depuis quelques années, on constate une évolution dans la prise en charge des parents endeuillés, mais aussi dans la reconnaissance de l'existence de ces bébés disparus. Empreintes de pied, reportages photos à l'hôpital, nid d'ange, autant de moments tendres et de partage qui permettent aux familles de créer des souvenirs avant l'au revoir. Le deuil périnatal, voilà notre émission de ce soir. Bonsoir et bonsoir à vous trois. Merci de m'avoir rejoint sur ce plateau. Je vais commencer les présentations avec vous, Lilia Brunel. Vous êtes fondatrice de la SBL Fil d'Ange. Avec une équipe de bénévoles, vous réalisez et faites don à plusieurs hôpitaux d'accessoires pour envelopper les bébés. Je parlais de nid d'ange dans l'introduction. Qu'est-ce que c'est des nids d'ange ? Un nid d'ange, c'est un petit couffin qui va permettre d'envelopper les bébés, parce que les petits bébés qui sont décédés au cours de la grossesse, ou pas après la naissance, mais au cours de la grossesse, ils n'ont pas de vêtements adaptés à leur taille. Donc c'est des petits cocons moelleux avec un petit bonnet. Que vous confectionnez donc avec une équipe de bénévoles, on en reparlera tout à l'heure. Élodie Hamon, vous êtes sage-femme, coordinatrice en médecine fœtale aux hôpitaux Iris Sud d'Ixelles. C'est une fonction qui a été récemment créée. Ça consiste en quoi votre rôle à vous ? Alors mon rôle est d'accompagner les couples autour du diagnostic anténatal, c'est-à-dire lors d'une découverte d'une pathologie fœtale. Ça va être de les accompagner autour des multiples annonces difficiles pour les couples, du diagnostic jusqu'à l'attitude thérapeutique proposée et choisie par le couple. Et donc c'est assurer une certaine continuité médicale dans ce long chemin qui est sinueux pour les couples, offrir un environnement sécurisant, du temps pour les aider à cheminer et coordonner toute la prise en charge multidisciplinaire autour de ses parents, quel que soit le pronostic. Ouais, une fonction récente qui s'ancre en fait dans cette évolution de la prise en charge des parents endeuillés, et ça va être l'un des sujets de discussion de ce soir. Virginie Eman, vous êtes cofondatrice de Simone Stories, qui est une maison de production et d'édition de récits de vie. Vous êtes également accompagnante spirituelle et vous proposez des soins du corps et de l'âme. Vous avez récemment associé ces deux activités pour répondre à des besoins, ceux des parents endeuillés. À quel besoin justement est-ce que ces soins répondent ? Alors, c'est l'initiative Oui Femmes dont on va parler aujourd'hui. Et le besoin principal, je pense que c'est le besoin d'apaisement des parents et aussi un besoin de donner du sens à cette épreuve. Et donc, c'est un projet, quand vous dites 8 femmes, ce sont des thérapeutes, gynécologues, sages-femmes aussi ? Oui, et experts du vécu aussi, donc des mamans qui ont vécu un deuil périnatal. Toutes des femmes qui ont envie de mettre en lumière le deuil périnatal et de proposer des initiatives d'apaisement, justement. En préparant cette émission, ce qui est revenu très régulièrement, c'est l'évolution dans la pratique, dans les pratiques intra-hospitalières, notamment de cette prise en charge des parents. C'est vous, Lilia, la première qui m'avait expliqué que, à une certaine époque, on ne présentait pas le bébé aux parents. Et il y avait en fait comme une évacuation très rapide du sujet. C'est quelque chose que vous avez vous-même vécu ? Moi, j'ai vécu le deuil périnatal en 2016 d'un enfant. Donc, à cette époque, en tout cas, il y avait un accompagnement qui était proposé à l'hôpital avec une présentation du bébé. Et donc, le fait de lui donner vraiment une place. Mais c'est vrai que l'entourage peut avoir des remarques blessantes et ne pas comprendre qu'on a vécu vraiment le deuil d'un enfant avec des phrases classiques « fais-en un autre, ça passera ». Mais donc, ça évolue petit à petit. Mais à l'hôpital, en tout cas, il y a eu une forte évolution, puisqu'il y a eu des années où on ne montrait pas ces bébés aux parents. Mais c'était il y a fort longtemps.
C'est une évolution dont vous avez été témoin aussi, Élodie. Ça fait 14 ans que vous êtes sage-femme, c'est ça ? Oui, ça fait 14 ans que je travaille. Le deuil périnatal, c'est une définition assez large. Hein. C'est un décès in utero jusqu'au décès autour de la naissance et en période néonatale. Fausse couche précoce, fausse couche tardive, les morts fœtales in utero à terme, les interruptions médicales de grossesse et les soins palliatifs et les décès lors de la naissance. Donc c'est très très large et la prise en charge va être différente en fonction du contexte. C'est vrai que jusqu'à dans les années 80, c'était un sujet assez tabou. Les dames accouchaient sous anesthésie, dans le silence, il n'y avait pas de rencontre, il n'y avait pas de rite autour de la naissance. Et puis les psychologues, les psychiatres sont arrivés en maternité, ont soulevé un peu le témoignage des parents qui ont vécu ça de manière très très douloureuse. Et puis les textes législatifs ont aussi évolué. Hein. En 1997, on a pu donner un prénom à son bébé dans l'acte d'enfant sans vie. Et donc, c'est venu aussi humaniser les prises en charge. Et donc, depuis, les soignants sont de plus en plus créatifs. Les associations se sont créées. Mais simultanément, on avait quand même, et moi je l'ai aussi vécu, vu des bébés, des extrêmes prématurés, des bébés polis mal formés, qui naissaient et mouraient un peu en catimini comme ça, loin des regards, loin des parents, et qui mettaient un peu mal à l'aise les soignants. Et je trouve que l'évolution la plus précoce, c'est vraiment celle-ci. Depuis 2005-2010, il y a des groupes de réflexion autour de la prise en charge de ces bébés-là qui ont un pronostic de vie très court. Et donc, c'est ce qu'on appelle la culture, la prise en charge palliative des nouveau-nés, qui vient un petit peu maintenant, grâce à la demande des parents, venir émerger un nouveau projet de soins pour valoriser ce temps de vie avant le décès de ce bébé dans cette famille. Donc on sent vraiment cette évolution qui vient aussi du besoin en fait des parents, du besoin de reconnaissance aussi de l'existence de leur bébé. Ici vous avez parlé de rite. Et c'est vrai que c'est un terme qui est très doux, très lumineux en fait, d'accompagnement. C'est ce que vous proposez aussi, un rituel de cocon, d'enveloppant en fait, de ces petits corps. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez lancé l'initiative de cette ASBL Fil d'Ange. Moi, j'ai lancé l'initiative parce qu'à l'époque, les sages-femmes, j'ai accouché dans un hôpital à Bruxelles, elles n'avaient pas vraiment de matériel adapté. Donc, mon fils était dans une petite serviette avec un petit manchon pour faire un bonnet. Et malgré tout, moi, ça m'avait beaucoup touchée, ce petit bonnet. Ça avait humanisé mon bébé. Le fait de lui donner un prénom, ça avait donné une place. Et donc, je me suis dit, s'il pouvait y avoir plus, ça aiderait les parents à humaniser en tout cas ce moment. Je vous propose de découvrir, justement, d'en découvrir un peu plus à travers ce reportage signé Luca Alou. Fil d'ange, ce sont des petits cocons, sacs de couchage, des petits nids d'anges qui permettent de les habiller, de les présenter, mais aussi des petits bonnets, des étoiles souvenirs. Je suis Lilia, la créatrice de l'association Fil d'Ange, qui accompagne le deuil périnatal, donc les parents qui sont confrontés au décès d'un bébé au cours de la grossesse ou peu après la naissance. L'association a été créée pour répondre à un besoin des hôpitaux qui n'avaient pas de petits vêtements adaptés à la taille de tes bébés et qui est impossible à trouver dans le commerce. C'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine. Il faut savoir que c'était un sujet qui était très tabou pendant de nombreuses années, dont on ne parlait pas forcément. Et depuis quelques années, il y a quand même un élan pour mieux accompagner les parents qui ont vécu ce deuil. Donc il y a des vins qui sont beaux. Ouais. C'est bien parce que ça renouvelle aussi beaucoup les motifs. Ouais, parce qu'on
arrive quand même 35. En tant que sage-femme, cette association nous apporte beaucoup au quotidien. Elle va d'abord permettre d'envelopper les parents endeuillés de beaucoup de douceur parce que mine de rien, avoir un nid qui va accompagner son bébé de la transition entre le ventre de la maman et après des futurs obsèques, ça va permettre un petit peu de rendre compte de ce décès et ça va permettre aussi d'avoir cette étape de transition. Plein de bêtises, tout va bien. C'est vraiment important que les parents puissent rencontrer leur bébé. C'est vraiment un événement extrêmement difficile, mais le fait de pouvoir le voir et de pouvoir lui dire au revoir, c'est vraiment très très important dans le processus du deuil. Beaucoup de parents vont pouvoir avoir recours à ce type d'accueil et vont pouvoir parler autour d'eux de façon plus aisée du deuil qu'ils ont eux-mêmes vécu et se rendre compte au final qu'ils ne sont pas seuls, qu'on peut les accompagner, mais aussi qu'autour d'eux, d'autres parents ont vécu la même chose et qu'ils ne se sentaient peut-être pas capables de l'exprimer et de se sentir entourés. Il y a quelque chose que cette sage-femme dit, c'est le fait de pouvoir parler de façon plus aisée, justement grâce à ces rituels qui ont pris place au sein même de l'hôpital. En sortant de là, on va avoir cette facilité de parler et c'est ce que vous recueillez, vous, Virginie, cette parole justement et ces souvenirs aussi. Alors, à travers le projet 8 femmes, mais avant ça, même à travers le projet Simone Stories aussi. C'est ça. De quelle manière ? En fait, on propose aux gens d'enregistrer leurs souvenirs sonores. Donc, ça peut être le récit d'un deuil périnatal comme le récit de tout autre épisode de vie. Et donc, mais dans le cadre du deuil périnatal, il y a encore plus cette nécessité de pouvoir déposer son histoire, laisser une trace, parfois se faire comprendre d'autres enfants qu'on peut avoir avant, après un deuil périnatal. En fait, il y a vraiment toute la dimension thérapeutique de cette démarche de témoignage. Quand le témoignage, d'abord, fait le lien entre un récit individuel et un récit collectif, finalement. Comme on disait dans le reportage, on se rend compte qu'on n'est pas seul, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça. Mais le témoignage devient aussi un outil pour se faire comprendre de l'entourage, parce que malgré les initiatives qui sont mises en place, ça reste un peu comme Élodie disait tout à l'heure, parfois des épisodes qu'on glisse un peu sous le tapis, et certains parents éprouvent le besoin de mieux se faire comprendre et de faire exister cette histoire au travers du témoignage, justement. Vous avez d'ailleurs recueilli récemment le témoignage de Camille, oui. Qui s'est confiée avec beaucoup de courage. C'est le terme que vous avez employé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte de sa démarche à Camille ? Alors Camille, elle a vécu, on l'entendra peut-être, un deuil périnatal il y a un peu plus de 2 ans. Elle a entendu parler de l'initiative 8 femmes et donc de ces soins qu'on propose aussi pour les parents. Et elle a ressenti le besoin de déposer son histoire. C'était un peu une manière de faire de la place aussi pour cet épisode de vie. On l'entendra, mais elle a un récit qui est particulier parce que Camille a perdu un jumeau. Donc il y a la mort qui s'est invitée en même temps que la vie. Et donc, elle a dû, avec son mari, ils ont dû composer avec ça dans une famille qui se crée un vrai chamboulement. Et donc, ils n'ont pas forcément eu peut-être l'espace pour intégrer tout ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Et donc, j'espère que je ne me trompe pas. C'est ce que Camille m'a transmis. L'idée de déposer son témoignage, c'est vraiment... acter ce qui s'est passé. Et créer un espace aussi, un espace d'existence à ces souvenirs. En tout cas, c'est la manière dont j'ai reçu ce témoignage, un témoignage de 30 minutes donc, qui a été recueilli par Virginie et que Camille et Guy ont accepté que l'on diffuse, en tout cas certains extraits choisis. Je tiens à vous avertir que ces extraits peuvent éventuellement réveiller des souvenirs chez vous. Ici, les extraits choisis se consacrent vraiment sur la prise en charge médicale. Je vous propose d'écouter Camille. Donc j'arrive, je vois une sage-femme que je connaissais déjà, que j'avais déjà rencontrée. On fait le monitoring. Bon, on trouve qu'un cœur, mais bon, c'était déjà arrivé parce que, de nouveau, les vrais jumeaux, leur fréquence cardiaque peut être très proche. Et la dernière fois que j'avais été, ils avaient pris un peu de temps pour trouver le deuxième cœur. Mais ils l'avaient trouvé. Ensuite, le gynécologue
qui nous a suivis en grossesse à risque. Il fait une vraie écho et puis il passe directement d'abord à gauche sur Nestor et il dit « Ah, mais non, tout va bien ici et tout ». Et puis il passe à droite. Et là, évidemment, il regarde par terre et il dit « C'est fini ». Et puis là, c'était le cauchemar, évidemment. Incompréhension. Le gynécologue, évidemment, il sait pas dire grand-chose, à part nous soutenir. On nous a ensuite fortement conseillé de passer en bloc opératoire pour faire une césarienne pour sauver Nestor. Parce que comme on ne savait pas pourquoi, le cœur de Marin s'était arrêté. On nous a donc conseillé de faire ça à la place d'attendre et de faire un accouchement par voie basse, ce qui paraissait complètement improbable. Et puis après, ils m'ont amenée en salle de réveil. Et là, en fait, j'étais toute seule avec Guy, en mode, qu'est-ce qu'on fout ici, cette salle, il fait tout noir, c'est froid, c'est glauque. J'ai pas envie de rester dans cette salle. Moi, j'ai envie d'aller rejoindre Nestor. J'ai rien à faire ici. Et là, dans le processus, ils sont venus nous demander si on voulait voir Marin. Évidemment, impossible de dire non, mais est-ce que j'étais vraiment prête ? Ça, je sais pas trop. À Delta, on a aussi été accompagnés par des sages-femmes. Je retiens principalement une sage-femme qui était là pendant l'accouchement et qui nous a beaucoup suivis par rapport plus à Marin. Elle s'appelait Manon. Elle s'est vraiment occupée de tout ce qui était prendre des photos de Marin, mettre sa petite main dans une forme pour avoir toujours la trace de sa main, des pochoirs aussi avec ses pieds, des choses comme ça. Elle venait nous voir souvent en néonat en nous disant « Je vous propose, si vous voulez, il est là, vous pouvez aller le voir ». Et donc mes parents étaient le voir, la mère de Guy aussi. Et puis avec Guy, une fois que tout le monde était passé le voir, on s'est dit maintenant on va lui faire un vrai au revoir, quoi. Et bon, c'est sûr que depuis le 7 juillet 2022, il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à Marin et à ce qui nous est arrivé, mais j'arrive à vivre avec maintenant et à beaucoup mieux le digérer qu'au début. Heureusement que le temps aide. Et ça, c'est plus une présence, un ange gardien pour Nestor et pour notre famille, je pense. Quand on écoute ce témoignage dans son intégralité, on en sort avec énormément de lumière. Je tiens à préciser ce que j'ai un peu oublié de dire, c'est que, et Virginie, vous aviez été stricte par rapport à ça, les images ont été rajoutées évidemment parce qu'on est en télévision, mais on est vraiment dans du témoignage très sonore, ce qui va en fait répondre aussi à des soins que vous proposez, on y reviendra, mais je voulais d'abord rebondir avec vous, Élodie, sur tout cet attachement qu'on entend dans le témoignage de Camille par rapport aux sages-femmes qui l'ont entourée, la manière dont l'annonce a été faite. Ça a pris énormément de place en fait dans cette expérience en fait que Guy et Camille ont vécue au sein de l'hôpital. En tant que sage-femme, vous recevez aussi l'aide d'ASBL comme Fil d'Ange, mais c'est pas la seule ASBL en fait qui offre des outils. Non, tout à fait. On travaille avec plusieurs associations, au Fil d'Ange, Au-delà des nuages. Ce sont des photographes qui proposent leur intervention pour réaliser des photos avec les bébés et leur famille, la fratrie, etc. Au choix des parents aussi. Ça, c'est ce dont je voulais aussi parler. C'est qu'il n'y a pas de stéréotype, il n'y a pas de protocole de soins dans ce genre de prise en charge. On essaye vraiment de d'individualiser les soins et de s'adapter aux besoins des parents. Et c'est vrai que la sage-femme, elle est assez centrale dans cette prise en charge parce qu'elle va être là pour accueillir et recueillir les émotions après une annonce. Et elle parle du temps dans le reportage et effectivement, ça prend tout son sens, le temps, parce que c'est vraiment un processus qui évolue et qui prend du temps. Et on évolue avec les gens en fonction de leurs demandes. Mais c'est vrai que le travail de ces associations-là, il est précieux pour les équipes. Ça permet d'avoir du matériel de qualité à disposition. Vous êtes d'ailleurs venu avec un exemple, une valise. Oui, Berefond, on a la chance de travailler avec Berefonds, qui offre aux parents cette valise, qui est une valise à chérir, une valise de souvenirs, qui est évidemment pas obligatoire, qu'on va proposer aux parents, avec de quoi faire des petites empreintes du bébé décédé, faire des photos, des petites peluches
pour les frères et sœurs. Et également, alors ils ne sont pas dans la valise, mais des petits bracelets qu'on va mettre au bébé décédé et que les membres de la famille vont pouvoir mettre également. Et ça va permettre de créer du lien. On va essayer de favoriser et d'inscrire le bébé dans une histoire familiale. Alors, certains parents ne sont pas du tout prêts à ça. Ça peut être vécu de manière violente. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. C'est là toute la finesse et l'art de soigner. Et donc, si jamais les parents ne sont pas demandeurs de ces souvenirs-là, on va les garder. On va leur donner pour que plus tard, ils puissent rouvrir ces souvenirs quand ils seront prêts. Donc. Oui. Il y a aussi tout l'aspect de pouvoir se rassembler, aussi pour en parler, et de manière assez indirecte, le fait de vous rassembler entre bénévoles, alors des personnes qui ont vécu le deuil périnatal de manière directe ou indirecte. Vous allez vous rassembler justement, voilà, on a quelques images de ce travail bénévole. Ces cercles, en fait, vous venez à créer des cercles de parole aussi ? Ça vient, c'est plus un peu une forme d'art-thérapie, un peu comme moi je l'ai vécu quand j'ai fait au début toute seule mes nids d'ange. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'on montre cette photo parce qu'il y a une bénévole qui a vécu un deuil périnatal il y a plus de 30 ans, qui a été minimisé. Enfin, évacuée complètement. Elle a dû rentrer à la maison et s'en occuper toute seule. Et elle a dit que le fait d'aller à ces groupes, c'est comme si ça la réparait après toutes ces années où elle n'avait pas pu humaniser son bébé. Et donc, il y a parfois des mamans qui ont reçu un nid d'ange qui veulent redonner à leur tour, ou aussi des personnes qui sont touchées de manière indirecte par la cause. Et donc on peut rejoindre, on peut vous contacter si on a un peu de compétences en couture, qu'on a un peu de temps et l'envie de pouvoir aider. Oui, à Bruxelles et en Wallonie, oui, les deux. C'est à la gare de Jette que vous vous rassemblez pour faire ça. Virginie, la thérapie, passant par l'art, par les sonorités aussi. Je l'avais dit, on allait y revenir. Vous proposez une série de soins. Lesquels sont-elles ? Alors, il y avait l'idée... Sont-ils, pardon. Le témoignage, comme je disais, il y a quand même déjà toute cette dimension thérapeutique, mais l'intention était d'à un moment donné déposer les mots, on les enregistre, on les pose, et puis on revient au corps. C'est des mamans et des parents qui ont quand même senti cette épreuve jusque dans leur corps, et donc il y a vraiment cette idée de retour aux sensations, et donc on propose des soins, notamment les soins sonores, donc les bains sonores avec les gongs, les bols tibétains, etc., mais aussi des soins dans l'eau, qui seront prévus avant l'été aussi. 25 mai, j'ai noté. 25 mai, c'est un soin collectif qui aura lieu à Uccle. Et alors, les soins dans l'eau, la date est encore en discussion. Mais en fait, ce sont toutes des initiatives vraiment pour se détacher un petit peu de la parole et pour, comme je disais, vraiment revenir aux sensations. À l'intérieur, et puis l'eau fait évidemment référence. Élodie, soigner, vous l'avez dit, prendre le temps, c'est un art, mais c'est un art qui nécessite d'être armé en tant que soignante. Et on sait à quel point le temps est précieux dans votre milieu, vous en manquez. Comment est-ce qu'on s'arme ? Est-ce qu'on apprend seulement à faire cette annonce aux parents ? Alors, c'est évidemment abordé dans les écoles de sages-femmes. Il y a des ateliers pratiques et des cours. Après, c'est avec l'expérience qu'on apprend, évidemment. Les étudiantes sont en stage chez nous et donc ont l'occasion d'accompagner ces couples. On parlait d'associations et en fait, j'ai oublié SPAMA, mais... SPAMA est aussi, c'est une association qui accompagne les parents autour du deuil, autour des soins palliatifs, mais qui accompagne aussi des soignants et qui fait beaucoup de bien, voilà, pour accompagner les sages-femmes, les gynécologues. La prise en charge en équipe a tout son sens. On n'est pas tout seul face
à cette prise en charge. Et donc, je pense qu'une des armes, c'est de travailler en équipe, de pouvoir poser ses limites. Et puis, oui, avoir recours aux associations, participer à une formation continue. Voilà, il y a de plus en plus de formations autour du deuil, des certificats interuniversitaires autour du soin palliatif. Ça nécessite de se confronter, certes, mais c'est aussi très riche. Une évolution, on le sent dans les pratiques et dans les réflexions du métier. Merci à toutes les trois pour ces échanges qui, on le souhaite, vous aura apporté un peu de lumière et de douceur. Comme d'habitude, toutes les références qu'on vient de citer et bien d'autres encore se retrouveront dans l'article qui accompagnera cette émission sur notre site internet www.bx1.be. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très vite sur BX1. Salut!